Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous présenter Xavier Payon, qui est un ami astronome, astrophotographe, qui a fait une conférence au CERN, et puis qui, je trouve, qui a très très bien vulgarisé l'astrophotographie. On m'a souvent posé la question, mais comment on fait, comment ça se passe? Eh bien, il l'explique très bien dans cette vidéo. Même si vous êtes déjà astrophotographe, je vous conseille de regarder quand même parce que vous allez apprendre quelques trucs, puisque Xavier, non seulement fait de l'astrophoto, il fait également de la photo de paysage, mais il fait également de la Voie lactée, et puis il s'est même amusé à faire des photos avec des portables. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder ça. Je vous ai mis en description son Instagram, son Facebook, et il fait également un tirage au sort jusqu'au 31 mai pour gagner un de ses tableaux qui est sur la Voie lactée, justement. Donc je vous invite à regarder tout ça avec lui. Je vous souhaite un bon visionnage. À plus tard. Exploration. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Je m'appelle Xavier Payon, je suis de profession, je suis médecin, psychiatre sur France, et je suis à côté de ça amateur d'astrophotographie. C'est pas si vieux que ça, hein. J'ai démarré l'astrophotographie en 2019. Donc c'est quelque chose qui est récent, mais qui a pris beaucoup de place dans mon emploi du temps ces dernières années. Donc c'est en tant qu'amateur que je vais vous faire cette présentation d'initiation à l'astrophotographie. Donc l'idée de cette présentation, c'était vraiment de pouvoir introduire les bases, les premiers concepts, les premières techniques qui vont permettre de faire de la photographie du ciel nocturne. Dans cette idée-là, juste pour info, pour moi, est-ce qu'il y a des pratiquants de la photographie déjà, tout simplement? D'accord. Et de l'astrophotographie, pour le coup? Ok, très bien. Bon, donc voilà, donc l'idée, ça va être vraiment d'introduire aux bases de l'astrophotographie en général. La deuxième partie sera un petit peu plus ciblée sur ce qui avait été noté, à savoir le ciel profond. Mais voilà, l'idée, ça va être de parler de cette discipline en général, plus pour faire découvrir et éventuellement donner un petit peu l'envie à des personnes de s'y intéresser. Je remercie le CERN de cette invitation. Je remercie Madame Brenuga qui me l'a gentiment proposé. Parce que voilà, c'est une belle opportunité, et c'est vrai que ça me fait plaisir de pouvoir un petit peu parler de cette passion qui prend pas mal de place dans ma vie aujourd'hui. En guise d'introduction, cette lune, et puis cette petite phrase, j'observais la lune et celle-ci me paraissait si proche et si loin à la fois. Tout simplement parce que la Lune, c'est quelque chose qui nous est très familier. On a tous l'habitude de la voir, on la connaît bien. Et c'est un premier contact qu'on peut avoir avec le ciel nocturne, à la fois parce qu'il nous est familier et à la fois parce que c'est déjà un objet qui est bien loin de nous finalement. Quand on va beaucoup parler de notion de distance et de la relativité de ces distances dans ce que je vais vous expliquer après. Et voilà, ce premier pas vers la Lune qui est quand même à 380 000 km de nous, donc c'est 10 fois le tour de la Terre. C'est déjà une étape, c'est déjà une certaine distance, et je vais essayer de vous faire un peu réaliser que quand on veut faire de l'astrophotographie, et notamment du ciel profond, on va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Il y a des notions de distance qui peuvent être difficiles à appréhender au départ. Une deuxième petite phrase en guise d'introduction. La nuit, tous les chats sont gris. Pourquoi ? Tout simplement parce que si on cherche à s'intéresser encore une fois au ciel nocturne, une des premières difficultés qu'on va rencontrer, c'est nous. C'est-à-dire que nos yeux ne sont pas forcément faits pour ça. On est des animaux diurnes, on est fait pour vivre la journée. Notre acuité visuelle est plus développée pour observer les choses quand il y a beaucoup de lumière. Et s'intéresser à ce qui se passe la nuit, ça va être une première difficulté.
Du coup, j'ai noté que quand on cherche à s'intéresser un peu à tout ça, il va y avoir des qualités qui vont être intéressantes à avoir. La curiosité, la détermination. Alors la curiosité parce qu'on s'intéresse à des choses qui sont loin, qu'on ne voit pas, pour lesquelles, encore une fois, nos yeux ne sont pas forcément bien prévus pour. Donc de la curiosité et puis de la détermination parce que en astrophotographie, on va vite faire face à tout un tas de petites difficultés techniques, de compréhension, et ce sera important de ne pas lâcher l'affaire en fait. On peut avoir des petites périodes de désillusion, des moments où on se dit oh là là, c'est trop compliqué, je laisse tomber. Et puis non, il faut pas parce que si on tient bon et qu'on s'intéresse à tout ça, on finit par comprendre et puis avoir une vraie satisfaction là-dedans. Alors, pour l'instant, je vais d'abord vous donner 2-3 notions. Alors, c'est pour ça que je demandais s'il y avait des photographes. 2-3 notions de photographie générale et d'optique, parce que ça va nous permettre de comprendre un petit peu ces fameuses notions de distance et qu'est-ce que finalement on cherche à observer dans ce ciel. Alors, sur cette image, finalement, ce qu'on représente, c'est des histoires de focale. La focale, c'est quoi? C'est une notion qui se chiffre en millimètres, qui va nous indiquer finalement la capacité de grossissement, de zoom qu'on va pouvoir obtenir avec un appareil photo ou un capteur photographique. Et selon le type de focale qu'on va utiliser, ça va ouvrir la porte à des choses très différentes. J'en parlerai après, mais voilà, si on est sur des focales très courtes, 8 mm à 20-35 mm, on est dans le champ de ce qu'on appelle le grand champ, justement. C'est des capteurs, des objectifs qui vont prendre des champs très larges de vision autour de nous, qui vont être intéressants pour, par exemple, prendre des photographies de la Voie lactée dans son ensemble. Quand on va avoir des focales qui vont devenir un petit peu plus longues, 50, 100 mm, on va dire, on est sur des focales qui se resserrent un peu, donc qui vont avoir un cadrage plus serré. C'est en général les focales qu'on utilise pour faire du portrait en photographie classique. Et puis, quand on va aller vers au-delà de 135 mm, 200 mm, on va avoir des champs beaucoup plus resserrés, qui vont donc zoomer beaucoup plus, et on va rentrer dans des focales qui vont être intéressantes pour photographier des objets beaucoup plus petits qui seront présents dans le ciel. Une autre illustration un petit peu pour cerner un petit peu tout ça. Voilà, un paysage sur lequel on a nos repères et qui est pris à différentes focales. Donc on voit bien entre 18 et 35, champ large. 55, 100, on commence à se rapprocher, à avoir un peu plus de détails. Et au-delà de 135 mm, on est dans ce qu'on appelle les téléobjectifs, les vrais zooms, notamment qu'on va utiliser pas mal en ciel profond. Alors, un petit point important à considérer avant d'aller plus loin. J'ai la tête qui tourne. Alors j'ai représenté cette image-là qui montre la Terre en train de tourner sur elle-même. C'est important parce que finalement, quand on observe le ciel et qu'on l'observe un peu dans la durée, donc on voit finalement dans le temps les étoiles se déplacer, eh ben, on a une impression qui est naturelle, c'est que ce ciel il tourne autour de nous. Et en fait, c'est pas le cas. La réalité, c'est que c'est nous qui tournons. Et ce cosmos, ce grand paysage qui nous entoure, qui lui est fixe. Et donc, souvent, on va avoir tendance à se laisser guider par nos intuitions, nos instincts, et ils peuvent un petit peu nous perdre à ce niveau-là. Donc, quand on observe le ciel, il faut toujours garder en tête que c'est nous qui tournons. Et on tourne relativement vite. La vitesse de rotation de la Terre, de mémoire, c'est 460 et quelques mètres par seconde à la surface. Alors, je reviens sur les notions de distance et la relativité de ces distances. Sur cette simulation qui a été faite à partir d'un site qui s'appelle Stellarium, on observe différents objets du ciel au travers d'un oculaire, c'est une simulation, avec un télescope donc, qui fait 750 mm de focale, donc déjà un zoom assez correct, avec un oculaire de 20 mm, donc qui donne un grossissement global de 38 fois. Avec ce même dispositif, on représente d'un côté la Lune, au milieu Saturne, et puis à droite la grande nébuleuse d'Orion, donc qui est un très grand nuage de poussière qui est présent dans notre Voie lactée. Si on s'intéresse à leurs dimensions apparentes,
on se rend compte qu'on a une Lune qui est assez visible, une Saturne qui est toute petite, visuellement, et puis une nébuleuse d'Orion qui finalement est grande, plus grande que la Lune en apparence. Si on s'intéresse à leur distance réelle de nous, la distance à laquelle elles se trouvent, les choses vont être sensiblement différentes. La Lune, je l'ai dit tout à l'heure, elle est à 380 000 km de la Terre, ce qui est déjà une distance assez conséquente à notre échelle humaine. Saturne est à 1,3 milliard de kilomètres, soit plus de 3400 fois plus loin que la Lune. Alors, instinctivement, on va se dire, du coup, je la vois toute petite, c'est normal. Puisqu'elle est beaucoup plus loin, c'est normal que je la vois plus petite, malgré le fait qu'elle soit plus grande en dimension. Et quand on s'intéresse à la nébuleuse d'Orion, là, ça va être un peu différent. Sa distance, elle est estimée à 1340 années-lumière. Alors là, déjà, on change d'unité. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'une année-lumière. Mais cette nébuleuse se trouve 9,7 millions de fois plus loin que Saturne. Donc là, on est déjà dans des échelles de distance faramineuses. Et pourtant, quand on la regarde, son diamètre apparent dans le ciel, elle est plus grande que la Lune. Donc c'est un objet qui est extrêmement loin, mais forcément extrêmement immense en termes de dimension. Je reviens sur la notion d'année-lumière, parce qu'on va en parler un tout petit peu après encore. Une année-lumière, c'est une distance. En parlant, c'est perturbant, on dit année, mais c'est une notion de distance. C'est la distance que parcourt la lumière en un an, en sachant que la lumière, c'est une onde électromagnétique qui se déplace dans le vide à la vitesse approximative de 300 000 km en une seconde. Donc forcément, 300 000 km en une seconde, 1340 années à cette vitesse-là pour accéder à cette nébuleuse. On est donc encore une fois sur des distances faramineuses. Et donc là, ça permet déjà de toucher un petit peu du doigt à quel point ces notions de dimension nous dépassent complètement. Un autre exemple, un petit peu pour illustrer tout ça, ici on a les différentes planètes du système solaire qui sont représentées et j'ai donné quelques exemples des distances en vitesse-lumière de différents astres. La distance Terre-Soleil, 8 minutes. La lumière du Soleil met 8 minutes à nous arriver. La distance Terre-Lune, 380 000 km, 1,2 secondes. C'est très court. Distance Terre-Saturne, 1h13 minutes. C'est déjà un peu plus loin. Je reviens sur M42, la nébuleuse d'Orion qu'on voyait juste avant. 1340 années. Toujours à cette vitesse. Une autre illustration qui permet de, encore une fois, essayer de toucher du doigt la relativité de ces distances et de ces dimensions. Ici, on a représenté un ciel nocturne avec la Lune et la galaxie d'Andromède. Alors, la galaxie d'Andromède, elle n'est pas visible comme ça, à l'œil nu, c'est une simulation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on représente ici la galaxie d'Andromède dans ses dimensions telles qu'elle est. C'est-à-dire que si nos yeux étaient assez sensibles pour la voir à l'œil nu, on la verrait comme ça. Donc ce qu'on observe, c'est que cette galaxie fait à peu près 6 fois le diamètre apparent de la Lune. Elle est beaucoup plus grande. Et pourtant, elle se trouve à une distance qui est estimée de 2,5 millions d'années-lumière. Donc là, on a encore franchi un cap. On a quitté notre Voie lactée. On n'est plus dans des nébuleuses comme Orion qui, du point de vue de l'échelle galactique, finalement, sont proches de nous. Et en cherchant à observer des galaxies, donc d'autres structures galactiques que la nôtre, on passe encore une étape extrêmement importante en termes de distance. Et comme je disais tout à l'heure, pourtant, malgré ces distances faramineuses, on observe quelque chose d'extrêmement grand dans le ciel. Alors, la conséquence de ça, d'un point de vue pratique, c'est qu'en fonction de ce qu'on va vouloir observer, imager, avec nos appareils photo, on va choisir un petit peu des focales très différentes en fonction de ce qui nous intéresse. La Lune, on se représente bien la dimension qu'elle peut faire dans le ciel, avec des focales de 300, 400, 500 mm, on peut déjà faire des photos très sympathiques. Pour Saturne, qui apparaît toute petite, il va falloir des focales déjà beaucoup plus grandes. On va être sur des télescopes
pas des objectifs photo, ça ne marchera pas, des télescopes avec des focales en général d'au moins 2 mètres, et qu'on va en général doubler, voire tripler avec ce qu'on appelle des lentilles de Barlow, qui vont doubler, donc 4 mètres, 6 mètres de focale, donc des grossissements énormes. Et malgré ça, vous verrez, je vous montrerai une photo, on arrive à avoir des choses sympathiques, mais voilà, c'est déjà des objets qui sont très petits à imager. Alors, pour finir un petit peu là-dessus, des focales différentes. Classiquement, en astrophotographie, on distingue 3 grands domaines. Ça va être ce qu'on appelle le grand champ, des objectifs comme ceux qu'on trouve dans le commerce, qui vont capter des cadres très larges, où on va pouvoir faire principalement de la photo de Voie lactée et des très grandes structures comme les constellations. Le planétaire, domaine particulier dont je vais donner un tout petit mot juste après, avec des focales très grandes. Et puis entre les deux, le ciel profond, donc principalement toutes les structures qui sont présentes dans notre galaxie, dans la Voie lactée, pour lesquelles les focales ne vont pas forcément être si grandes que ça. Vous allez le voir par la suite. Un dernier petit mot, voilà, on a une idée un peu de ce qu'on a envie d'aller attraper, d'aller photographier, mais cette photo, elle permet un petit peu de se donner une idée de ce qui va se passer les premiers moments quand on va s'installer. C'est qu'on va chercher à photographier des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'en dehors de la Lune et des planètes qui sont visuellement des étoiles très brillantes, tout le reste va être quasiment indiscernable à l'œil nu. Éventuellement, 1 ou 2 nébuleuses très très brillantes sous des ciels bien noirs vont être accessibles. La galaxie d'Andromède, pareil, sous un ciel très noir, on va pouvoir visualiser le bulbe galactique, vraiment le centre, mais ça s'arrête là. Tout le reste, il va falloir le découvrir alors qu'il ne nous apparaît pas. Une autre notion un petit peu générale, mais qui est importante à avoir, excusez-moi, c'est la question du spectre lumineux. Alors, sur ce schéma, on représente les ondes électromagnétiques sur tout le spectre qu'on connaît. La petite zone qui est développée en dessous, qui est élargie, c'est la zone du domaine visible. Le domaine visible, il s'étend du proche infrarouge à l'ultraviolet. On est sur des bandes de longueur d'onde, c'est-à-dire l'oscillation mesurée dans l'espace de ces ondes électromagnétiques qui oscillent entre 400 nanomètres et 750 nanomètres. Le champ des ondes électromagnétiques est beaucoup plus large que ça. Les infrarouges, les micro-ondes, les radiofréquences d'un côté, les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma de l'autre. En astrophotographie professionnelle, ces différentes longueurs d'onde vont être utilisées pour observer le cosmos. Au niveau de l'astrophotographie amateur, on va se contenter déjà de ce spectre lumineux visible. Il y a déjà de quoi faire, et puis on peut déjà faire des choses assez sympathiques avec. Mais voilà, pour qu'on ait un petit peu une représentation de cela. Alors, un petit mot sur les temps de pause, parce que puisqu'on va s'intéresser à faire de la photo, quand on fait une photo, elle a un temps de pause, c'est-à-dire un certain temps où notre capteur photographique va s'ouvrir pour récolter de la lumière, récolter des photons. Quand on va faire de l'observation avec un télescope, donc en visuel, selon le diamètre de ce télescope, de sa capacité à récupérer justement des photons en instantané, puisque nos yeux fonctionnent en instantané, on va déjà réussir à visualiser des choses. Là, en l'occurrence, il y a une nébuleuse planétaire, il me semble, qui est visible. Mais ça va rester, la plupart du temps, des petites taches, sans notion de couleur, parce que nos yeux ne sont pas assez sensibles pour réussir à les discerner. Encore une fois, sur certaines nébuleuses très brillantes, avec des très gros diamètres de télescope, on va peut-être commencer à discerner des petites variations de couleurs, mais ça reste très limité. Quand on va passer sur un capteur photographique, grâce au temps de pause qu'on va pouvoir utiliser et grâce au fait que ce capteur a une sensibilité plus importante que notre œil, eh ben, on va tout de suite gagner et en détail sur les structures et en couleur.
Toujours dans les histoires de temps de pause, donc là je vous ai donné en exemple une capture de la galaxie d'Andromède. Sur l'image de gauche, on a 45 secondes de pause, ce qui est déjà pas mal. On visualise le bulbe galactique et puis des petites choses, mais c'est compliqué. Au centre, 120 secondes, on arrive à visualiser déjà un petit peu plus de structure, notamment au niveau des bras spiraux de la galaxie. Et puis à droite, une pause de 180 secondes où déjà, voilà, il y a déjà plus de détails qui apparaissent. Donc ça va être un élément extrêmement important en astrophotographie, c'est cette capacité à pouvoir poser longtemps, c'est-à-dire à ce que ce capteur photographique reste ouvert pendant une durée suffisamment longue pour capter le plus de lumière possible pour gagner en signal, puisque comme on l'a déjà dit, on photographie des choses qui sont extrêmement faibles en termes de luminosité, et donc ça va être la solution qui va permettre de dépasser cette difficulté. Poser longtemps, ça va vite poser un problème. Ce problème, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Terre tourne, on est en mouvement, et à partir du moment où on est en mouvement, eh ben, si on pose longtemps, on va se retrouver confronté à un problème qui s'appelle le filet d'étoiles. Donc là, il est représenté sur cette photo. Ça, c'est une photographie de quelques secondes. J'ai pas la focale en tête, donc je peux pas vous dire ce qu'il en était. Mais voilà, on visualise le fait que ce qu'on essaie de photographier se déplace et ça va forcément poser une difficulté qu'il va falloir contourner. Un exemple ici, sur du grand champ, ça c'est une petite vidéo qui est prise avec un smartphone, donc les capteurs de smartphone ils prennent quand même très large. On voit la Voie lactée qui est en arrière-plan, et ici cette animation elle est de 4 minutes. Donc en 4 minutes on voit déjà que les choses bougent relativement vite. Quand on va commencer à faire de la pose photographique, au départ avec son appareil photo et un trépied posé dessus, il y a une règle qui va être assez importante, qu'il va falloir vite utiliser, c'est la loi des 500. Cette loi des 500 qui est valable pour un capteur plein format. Appareil photo, on a les pleins formats, qui sont des gros capteurs de à peu près 3 par 2 cm, et puis souvent, dans un niveau de budget un tout petit peu en dessous, des capteurs dits APS-C, c'est la dénomination dans le commerce, qui sont des capteurs plus petits, qui du coup vont modifier cette règle parce qu'il y a un facteur crop, c'est-à-dire une multiplication du zoom de 1,6. Donc il faudra adapter la règle des 500, mais pour l'exemple, 20 secondes, c'est le temps qu'on peut tenir avec un objectif de 24 mm avant de commencer à avoir du filet d'étoiles qui va apparaître sur nos poses photographiques. C'est de la théorie. Souvent, le temps est un peu plus court que ça, il faut bidouiller, trouver le temps qui va être fonctionnel avec nos focales. 10 secondes à 50 mm, 2,5 secondes à 200 mm, et même plus une seconde de pause à 500 mm. Quand on photographie des choses noires, c'est très court. Une autre animation qui est intéressante, là on a une vidéo réalisée avec des photographies, les unes à la suite des autres, sur une période de 40 minutes. Et la particularité, c'est que j'ai fixé le ciel plutôt que la Terre pour réaliser la vidéo. Et donc ça permet de mieux se représenter ce qui se passe réellement. C'est nous qui tournons. Et puis voilà, 40 minutes, c'est quand même pas négligeable le déplacement qui se produit en 40 minutes. Alors, maintenant, d'un point de vue pratique, quand on va commencer à vouloir faire de la photographie, en général, on démarre par le grand champ. Parce que c'est les photographies qui vont être les plus accessibles, notamment sur le plan du matériel. Finalement, pour faire du grand champ, il faut un trépied, parce qu'on fait de la pose longue, malgré tout, donc il ne faut pas que ça bouge, un appareil photo et un objectif du commerce qui prend relativement large. Et déjà là, on a l'équipement qui permet de faire des choses intéressantes. Ça, c'est un exemple, c'est un panoramique que j'ai réalisé à partir de 6 photographies en déplaçant pour pouvoir prendre un champ encore plus large avec un objectif de 15 mm. Oui, 15 secondes, c'est une coquille. Cette photo, je l'ai faite l'été dernier. Il y a eu un événement astronomique qui était assez rare. C'était une conjonction planétaire où on a retrouvé
Vénus, Uranus, Mars, Jupiter, Neptune, la Lune et Saturne, toutes visibles en même temps. Donc ça, je crois que ça ne se reproduira pas avant une centaine d'années. Et donc là, en l'occurrence, j'étais monté en haut du Semnoz près d'Annecy pour pouvoir faire cette photo. On avait dormi sur place avec un ami. Et puis, c'était à l'aube, juste une demi-heure avant le lever du soleil, que j'ai pu faire cette photographie. Une autre application qu'on va pouvoir faire avec un trépied et un appareil photo, ça va être ce qu'on appelle les circumpolaires, c'est-à-dire des filets d'étoiles qu'on va utiliser pour représenter le mouvement des astres. Alors là, en l'occurrence, il y a d'un côté une animation vidéo de 400 photos, de 20 secondes de pause chacune, réalisée donc, sur une période, j'ai plus en tête, mais ça devait être peut-être 3 heures à peu près, je pense, où donc on voit bien, encore une fois, la rotation de la Terre. Et puis, la photo de droite, c'est un empilement, et ça on va pas mal en parler après, un empilement de toutes ces photos sur la même image, donc on cumule les signaux pour mettre en évidence, encore une fois, le déplacement des étoiles sur la voûte céleste. Là, la particularité de cette photo, c'est qu'elle est centrée sur ce qu'on appelle l'équateur céleste, c'est-à-dire la zone où elles sont droites, et puis de chaque côté, on voit bien qu'il y a une courbe qui se forme. Ces deux courbes vont tendre en dehors du cadre de la photo, de chaque côté, sur le nord céleste et le pôle sud céleste, donc les deux axes autour de laquelle tourne la Terre. Encore un autre exemple de ce qu'on appelle un circumpolaire. Donc là, vous voyez l'image centrale, on voit que tout tourne autour d'un axe qui est le pôle nord céleste. À droite, une petite animation réalisée par logiciel avec ça. Avec un trépied et un appareil photo, on peut aussi essayer de chasser des comètes. Alors, les comètes, il n'y en a pas tout le temps. Enfin, si, il y en a tout le temps, mais elles ne sont pas forcément toujours bien visibles. La plupart du temps, elles ont une luminosité qui est trop faible parce qu'elles sont trop éloignées pour pouvoir être photographiées. Celle-ci, en l'occurrence, c'était la comète Neowise qui nous a rendu visite en 2020. La photo de droite, c'est une pose unique, donc de 6 secondes, avec un objectif de 50 mm, donc des choses vraiment... c'est un objectif du commerce qui n'est pas cher du tout. On la visualise déjà bien, cette comète, sur une pose unique, mais sur la photo de droite, là, j'ai fait un empilement de 120 photos de 6 secondes, que j'ai faites les unes à la suite des autres, toujours sur mon trépied, avec l'appareil photo simple. Et la chose qui apparaît très vite, c'est qu'empiler des photos, ça va permettre de gagner en signal. On voit bien que le niveau de signal lumineux de la comète, en tout cas des deux queues de la comète, apparaît beaucoup plus nettement que sur une pose unique de 6 secondes. Et donc, une des méthodes qu'on va beaucoup utiliser en astrophotographie pour faire des belles images, ça va être justement d'empiler et de cumuler du signal. J'en parlerai un peu plus après. Une autre illustration de ce qu'on peut faire en grand champ, avec donc un objectif qui prend très très large au niveau du cadrage. Donc c'est la Voie lactée. Ici c'est pareil, c'est un panoramique que j'ai fait avec 8 tuiles, donc 8 photos, réalisées les unes à côté des autres, en tournant sur mon trépied. Ce qu'il faut réaliser en fait là, c'est qu'entre la droite de la photo et la gauche de la photo, il y a 180 degrés. Donc la première photo, je l'ai prise là, la dernière, je l'ai prise là. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on peut visualiser une déformation un petit peu des étoiles, notamment dans la partie haute, parce que le fait de ramener sur un plan un champ aussi large, ça a quelques contraintes, et donc voilà, on peut s'en rendre compte comme ça. Sur cette photo, on voit la moitié de notre galaxie, c'est-à-dire la moitié qui est visible depuis l'hémisphère nord, puisque j'ai pris cette photo dans l'hémisphère nord, ici en France. On voit bien le bulbe galactique, c'est-à-dire le centre de notre Voie lactée qui se trouve à droite. Et puis en bonus sur cette photo, on peut voir, si vous voyez mon petit point vert ici, là c'est Jupiter, ici c'est Saturne, et ici la galaxie d'Andromède. Vous avez réussi à voir ? Voilà. Jupiter, Saturne ici,
et la galaxie d'Andromède, qui est au-dessus de mon doigt. Là, on voit une petite zone lumineuse avec une tache un petit peu autour. Une autre photographie que j'ai réalisée le même soir de la Voie lactée. Là, pour le coup, on est sur une seule pose de 25 secondes. 25 secondes parce que prise avec un objectif de 15 mm, encore une fois, très large, donc qui permet un temps de pause un petit peu plus long avant d'avoir du filet d'étoiles. Cette photo, c'est simplement pour montrer que la technologie, elle avance. Hein. Ça, c'est une photographie qui a été prise avec un smartphone. Donc finalement, avec un ciel un peu noir et puis un smartphone un peu récent, on peut même réussir à tirer des photos de la Voie lactée. Elle n'est pas forcément aussi nette, aussi jolie que celle d'avant, mais mine de rien, on peut faire des choses. La particularité quand même là, c'est que l'appareil photo possède un mode astrophotographie qui permet par voie logicielle d'empiler 4 minutes de pause. Donc c'est ce qui permet quand même de faire ressortir suffisamment de signal. Une autre photo qui a été prise au smartphone, sur le vif là pour le coup, qui montre d'un côté à droite la comète Neowise, que je vous ai montré juste avant, et en même temps j'ai eu la chance de croiser la Station spatiale internationale, c'est le grand trait là qui se déplace. Voilà, donc c'est une photo, c'est un souvenir sympa. Bon. Donc là, je vous ai parlé du grand champ. C'est vraiment voilà, je pense la première étape qui est vraiment sympa pour découvrir l'astrophotographie. Si ça marche, si on s'y intéresse et qu'on prend du plaisir à ça, ben on va quand même assez vite avoir envie d'aller un petit peu plus loin. Et donc, on va s'intéresser aux autres domaines de l'astrophotographie. Alors, l'astrophotographie planétaire, dont j'ai touché un mot tout à l'heure, je vais en parler très vite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est quelque chose que je pratique pas, moi, aujourd'hui. Comme je vous ai dit, pour faire du planétaire, il faut des focales extrêmement longues, donc des tubes, des télescopes qui vont avoir des focales de plus de 2 mètres. J'ai pas ça encore à la maison. Donc, pour l'instant, je le pratique pas. Ces illustrations que j'ai ici, c'est un ami qui s'appelle Laurent, qui me les a prêtés, qui d'ailleurs a une chaîne YouTube qui s'appelle Explore Astro, où on voit beaucoup de choses intéressantes. Il fait beaucoup de tutos. J'ai appris un certain nombre de choses en regardant ses tutoriels d'ailleurs. Donc voilà. Saturne à droite, Jupiter au centre, Mars à gauche. Voilà, on a déjà des images assez sympathiques de ces planètes. Juste pour l'anecdote, planètes, comme je disais tout à l'heure, c'est des grosses étoiles qui brillent dans le ciel. La particularité de ces étoiles, c'est que déjà dans l'Antiquité, ils s'étaient vite rendus compte qu'elles brillaient plus que les autres, et puis par contre, surtout que d'une nuit sur l'autre, elles n'étaient pas exactement à la même place, qu'elles se déplaçaient. En fait, elles se déplaçaient tout simplement parce que ce n'étaient pas des étoiles. Et donc le mot planète, en fait, ça vient du grec, et ça veut dire astre errant, étoile errante. Alors, on va passer dans la partie qui m'occupe un peu plus, le ciel profond. Donc quand je dis ciel profond, c'est principalement des structures qui se situent dans notre galaxie, dans la Voie lactée, principalement des nuages de poussière. En fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que même si on ne voit rien dans le ciel, la Voie lactée, elle est remplie de tout un tas de choses. Si nos yeux étaient assez sensibles pour voir ce qui s'y trouve, finalement, on verrait un gigantesque décor avec des nuages un petit peu de partout, avec tout un tas de structures, avec des formes et différentes. Et donc, voilà, c'est beaucoup de structures sur lesquelles il va falloir prendre du temps pour pouvoir les révéler, puisque, comme je disais tout à l'heure, elles sont invisibles à l'œil nu. Alors, pour pouvoir faire ça, je disais, les difficultés, c'est le temps de pause, pouvoir poser longtemps avec une planète qui tourne. Et donc, la solution qu'on a trouvée pour pouvoir corriger ça, c'est de passer par un outil qui s'appelle une monture équatoriale. Alors, j'en ai mis des exemples en photo. Celle que vous avez ici, elle est là.
Ça, c'est un matériel, une monture équatoriale comme ça coûte 400 €. Donc finalement, c'est un premier investissement, mais c'est quelque chose qui n'est pas non plus... Voilà. Faire de l'astrophotographie, y compris du ciel profond, on va pouvoir s'y lancer, débuter là-dedans, sans forcément dépenser 10 000 € tout de suite. Cette monture équatoriale, à quoi elle va servir? En fait, elle va nous permettre d'axer notre matériel, à savoir l'appareil photo, dans une direction particulière, mais surtout sur un support particulier. C'est-à-dire que la monture, on va la régler de manière à ce qu'elle soit exactement dans l'axe de rotation de la Terre. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va permettre, après, en tournant autour de cet axe, de compenser la rotation de la Terre, c'est-à-dire d'annuler cet effet de mouvement de la Terre, grâce à un moteur qui est réglé pour tourner de manière similaire à la rotation de la Terre, mais en mouvement inverse. Et l'avantage de ça, c'est que l'objectif qui va pointer un objet dans le ciel, dans le temps, va rester au même endroit, puisqu'il va tourner très lentement, autour de cet axe, et donc compenser cette rotation de la Terre. La monture équatoriale, c'est vraiment l'outil qui va permettre de dépasser la question des temps de pause. Parce qu'à partir du moment où on va avoir cet outil-là, on ne va plus parler en 10, 15, 20 secondes, comme avec le grand champ. On va pouvoir passer à 60 secondes, 120 secondes, 180 secondes. Et sur des outils un petit peu plus gros et un petit peu plus précis, encore au-delà, moi la plupart du temps, sur les photographies que je fais avec ma grosse lunette principale, je fais des pauses en général de 10 minutes. Donc là, on a déjà des temps qui commencent à être conséquents sur lesquels on va vraiment pouvoir capter beaucoup de signal lumineux. Alors, juste 2-3 mots sur la manière dont on installe ça. Il faudrait beaucoup plus de temps pour l'expliquer en détail, mais on a un trépied. Ce trépied, il va falloir qu'il soit absolument de niveau, c'est-à-dire de niveau par rapport au sol, à l'endroit où on se trouve. Une fois qu'on a ce niveau, on va installer donc la monture équatoriale, qui est la partie blanche, et la partie rouge. La partie rouge, elle est importante, c'est ce qu'on appelle une tête équatoriale. Elle va être réglée exactement selon la latitude à laquelle on se trouve sur le globe. Une fois qu'elle est bien réglée, on va pouvoir poser le moteur, la monture en elle-même dessus. Cette monture, elle a à l'intérieur ce qu'on appelle un viseur polaire. Ce viseur polaire, on va regarder au travers et on va chercher à viser l'étoile polaire. Alors l'étoile polaire, elle nous sert à repérer dans le ciel le nord céleste, en tout cas pour l'hémisphère nord. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'étoile polaire ne se situe pas exactement au niveau du pôle nord céleste, elle est légèrement décalée. On peut le visualiser un petit peu là-dessus. Le cercle qu'on voit, c'est le viseur polaire en lui-même. Quand on regarde au travers, c'est ce qu'on voit. Et l'objectif, ça va être de placer, en réglant avec des petites molettes qui vont permettre de se déplacer en hauteur et sur les côtés, l'objectif va être de se positionner exactement cette étoile polaire sur cette mire à l'endroit où elle est censée être. Alors, ça, pour savoir où il faut la mettre, il y a des petites applications sur smartphone, sur Internet. C'est assez simple. On tape l'heure, le jour, l'endroit où on se trouve, la latitude. Ça nous donne exactement la position. On fait notre réglage pour se poser au bon endroit. Et à partir de là, la monture, c'est ce qu'on appelle une mise en station, elle est faite. Et on va pouvoir mettre en route le suivi, c'est-à-dire activer les moteurs, et la monture va commencer à tourner, très lentement, à l'œil nu on ne le voit pas évidemment, mais elle va commencer à tourner pour compenser la rotation de la Terre. C'est ce qui va nous permettre de faire des pauses photographiques plus longues. Une fois que ça c'est fait, l'appareil photo, on va lui mettre ce qu'on appelle un intervallomètre. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est le petit boîtier noir qui pend au bout d'un fil dessus, là, sur le long du trépied. Alors ça coûte une dizaine d'euros, c'est pas cher du tout. C'est simplement quelque chose qui va permettre de programmer l'appareil photo pour lui dire « je veux que tu me fasses des photos de 60 secondes et tu m'en fais 300, les unes à la suite des autres ». Avec éventuellement un petit espace entre chaque photo, mais en général, c'est pas trop nécessaire. Et c'est comme ça, finalement, qu'on va commencer nos sessions de photographie du ciel profond pendant
toute la nuit pour les plus motivés. Alors là, je fais un petit saut dans le temps. La nuit est terminée, on a fait nos 100, 200, 300 photos. Bon, je dis ça, mais ça dépend du temps de pause, ça fait beaucoup. On pourrait se dire, ça y est, c'est terminé, je suis content, j'ai mes photos. Ça va être un peu plus compliqué que ça. L'astrophotographie, je disais en introduction que c'est quelque chose qui pouvait prendre pas mal de temps. Le fait est qu'une fois qu'on a pris nos photos, il va y avoir une grosse deuxième étape de traitement. C'est-à-dire que nos photos telles qu'elles sont, on ne va pas pouvoir les imprimer tout de suite. Il va falloir travailler un peu dessus par ordinateur. Et c'est de ça qu'on va discuter maintenant. Alors, ici, je représente une photo coupée en deux avec à gauche une pause de 120 secondes. Donc là, on est déjà sur monture, une pause longue. Et à côté, un empilement de 250 pauses de 120 secondes. Alors la différence, elle est quand même assez nette. Ce qui saute aux yeux, c'est qu'il y a plus de signal, évidemment, et puis qu'il y a moins de bruit. Alors ce que j'appelle le bruit, c'est un petit peu tous ces parasites là qu'on voit sur la photo. Il y a des pixels rouges, des pixels verts, il y a des traits, il y a plein de choses un petit peu désagréables. Un des grands enjeux du traitement photographique, ça va être de nettoyer tout ça. L'enjeu de la pause longue, comme je disais tout à l'heure, ça va être d'augmenter ce qu'on appelle le rapport signal-bruit, c'est-à-dire le niveau qu'on peut avoir de bruit d'un côté sur notre image, de l'autre côté le niveau de signal, c'est-à-dire ce qu'on cherche à obtenir, et de faire en sorte de diminuer ce bruit par rapport au signal pour avoir une image la plus propre possible. Un autre élément important de ce bruit, alors c'est pas forcément du bruit, mais c'est un autre défaut qu'on va avoir sur nos images, c'est ce qu'on peut voir ici, il y a des taches. Je ne sais pas si vous les visualisez, des petites taches noires. Il peut y avoir aussi du vignettage, c'est-à-dire des zones un peu sombres sur les bords. Ça, c'est des défauts qui sont liés à notre matériel en lui-même, à l'objectif, aux poussières qui sont sur le capteur, qui sont sur les lentilles. Le problème, c'est que quand on fait des photos en journée et qu'il y a beaucoup de lumière, ces défauts-là, ils ne vont pas forcément apparaître, parce qu'il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de signal. Quand on fait des photos de quelque chose qui est quasiment invisible à l'œil nu, eh bien, les défauts, on va bien les voir. Et donc, c'est ce qui se passe ici. Donc, maintenant, je vais vous expliquer, encore une fois par voie logicielle, de quelle manière on va pouvoir se soustraire à tous ces défauts, encore une fois, pour obtenir une image propre. La solution, ça va être ce qu'on appelle les DOF. Alors, les DOF, c'est une contraction de trois mots, dark, offset et flat. Ces DOF, en fait, c'est des photographies supplémentaires qu'il va falloir faire. C'est-à-dire qu'on a fait notre session, on a pris nos photographies, en fait, on n'a pas fini. À la fin de la nuit, on va devoir encore faire une série de dark, idéalement une quarantaine, une série d'offset, idéalement une quarantaine aussi à peu près, et une série de flat, il en faut un peu moins en général, si elles sont bien faites, une 10-15 ça suffit. Alors qu'est-ce que c'est ces photos un petit peu bizarres? À gauche, un dark. Un dark, c'est une photo qui va être faite avec exactement le même temps de pause que nos photos de notre objet qui nous intéresse. Idéalement, aux mêmes conditions de température. Pourquoi? Parce que ce qu'on va chercher à résoudre, c'est le bruit thermique du capteur. Toutes les vilaines taches là, les pixels chauds, ces pixels verts, ces pixels rouges, qui viennent salir notre image, qui viennent noyer un peu le signal, on va faire des darks pour les isoler, puisque là, objectif fermé, on prend une photo noire. La seule chose qu'on va avoir, c'est ces pixels chauds. Les offsets, c'est un peu le même principe, sauf qu'on ne va pas faire une pause équivalente à ce qu'on a fait, par exemple des pauses de 60 secondes ou de 120 secondes. On va faire une pause la plus courte possible pour notre appareil photo, donc le temps de pause minimal. Et ce que ça va nous permettre de faire apparaître, c'est du coup pas des pixels chauds, mais le bruit numérique, c'est-à-dire un bruit qui est inhérent à l'électronique de notre appareil photo, qui est également présent sur les photos de nos cibles. À droite, les dernières photos à réaliser, ce qu'on appelle les flats. Alors, en l'occurrence, c'est des photos qu'on doit faire non pas à bouchon fermé, comme les deux autres, mais au contraire avec une lumière blanche homogène devant notre objectif. Quand on n'a pas forcément au début ce qu'on appelle une boîte à flats, c'est-à-dire une lumière homogène qu'on peut plaquer sur notre objectif, le plus simple, c'est de les réaliser à l'aube,
avant que la luminosité soit trop importante, sur le ciel bleu en fait, voilà, qui commence à s'éclairer. L'avantage de faire des flats, c'est qu'on va révéler pour le coup tous les défauts du train optique dont je parlais juste avant. Les taches liées aux poussières, les effets de vignettage. Et en isolant ces défauts-là, dark, offset et flat, en les soustrayant à nos images, on va permettre de nettoyer notre image de tous ces défauts. Alors, ça paraît un peu compliqué, un peu barbare, tout ça, mais le fait est que quand on veut faire du ciel profond, et comme je disais, quand on veut photographier des choses qui sont invisibles, en fait, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que si on veut réussir à obtenir une image un minimum propre et sans trop de bruit dessus, il faudra réaliser ces séries de clichés. Simplement là un exemple de la même image avant et après soustraction des dark flat offset. Donc on voit bien, hein, le vignettage a disparu, le bruit global s'est bien amélioré, on peut même commencer à voir la structure qui se trouve au centre de l'image. C'est beaucoup plus compliqué sur celle-là. Le schéma de droite, je ne vais pas vous l'expliquer, c'est une vision un peu algorithmique de cette soustraction des trois dark flat offset. Après les DOF, le réconfort, non, c'est toujours pas fini. C'est-à-dire que même une fois qu'on a soustrait tout ça, on n'a toujours pas une jolie photo sur notre écran d'ordinateur. Il va falloir encore passer par d'autres étapes. Alors ici, on représente un petit peu ces étapes. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pareil, il faudrait des heures pour expliquer un petit peu tout ce qu'on va faire à ce moment-là. Mais simplement, à gauche, on a une brute, c'est-à-dire une pause, 280 secondes, 3 minutes, sur la nébuleuse de l'Iris. Voilà, on a une image où il n'y a pas encore grand-chose à voir. Deuxième étape, le pré-traitement, on a nettoyé nos images. Alors là, j'ai empilé 86 poses, hein. Il n'y en a pas qu'une. Donc j'ai plus de signal. Et puis j'ai nettoyé mes images avec les dark flat offset. Donc du coup, plus de signal, moins de bruit. Encore à droite, la phase de traitement. Donc, tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent, les dark flat offset et le fait d'empiler les poses les unes sur les autres, c'est ce qu'on appelle le pré-traitement. L'étape d'après, le traitement, on va être sur des process logiciels qui sont un peu compliqués. Je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est des process qu'on va faire avec des logiciels spécialisés d'astrophotographie. Je vais en toucher un petit mot juste après. Il y a beaucoup d'étapes, ça prend beaucoup de temps. Traiter une image, en général, c'est quand même facilement 2, 3, 4 heures, des fois beaucoup plus de traitement. Et puis la dernière, à droite, on a une image finale qui a été traitée, qui a été post-traitée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le post-traitement, c'est vraiment la dernière étape. On va plutôt être sur de la cosmétique. C'est finalement un petit peu l'étape que font tous les photographes quand ils veulent un petit peu fignoler leur image. Donc là, on va être sur des logiciels classiques, du commerce, Photoshop, des choses comme ça. Un petit mot sur les logiciels du coup d'astrophotographie qu'on va utiliser pour faire tous ces traitements, les dark flat offset, les empilements, les process liés au traitement. Le premier logiciel que j'ai utilisé, moi c'est Cyril, c'est celui de gauche. C'est un logiciel gratuit qui est développé par des ingénieurs français qui sont super accessibles par Facebook. Moi, j'ai pu communiquer directement avec eux. Donc, c'est vrai que pour démarrer, c'est un logiciel gratuit qui, franchement, fait le travail. On peut déjà sortir des images très sympas avec. Les deux autres logiciels que je montre à côté, c'est AstroPixel Processor et PixInsight. C'est des logiciels payants. On va être sur des outils qui vont être un peu plus poussés. C'est vrai qu'à un moment donné, au niveau du traitement, si on veut vraiment réussir à monter un petit peu d'un cran dans la qualité des images, on sera quand même assez vite tenté de passer sur ces logiciels-là. Juste un petit exemple de aussi l'importance du traitement, c'est-à-dire que là, sur ces 3 photos, finalement, c'est les mêmes données de départ, mais que j'ai traitées à des moments un petit peu différents et à quelques mois d'intervalle. Alors, c'est pas forcément si évident que ça comme ça, parce que les photos sont pas en très grand champ et en très belle résolution, mais les mêmes images, quand on les traite au début et quand on les retraite un an après,
qu'on a gagné en expérience, parce qu'il y a vraiment une notion d'expérience à acquérir sur le plan du traitement, eh ben, on les redécouvre. C'est plus les mêmes photos. Donc, facteur temps, encore une fois, c'est l'astrophotographie, c'est un certain investissement en termes de temps. C'est important de l'avoir en tête. Le post-traitement, donc voilà, j'en ai touché un mot, c'est ce qui va nous permettre d'arriver à une image finale de la cosmétique avec des logiciels classiques. Bon, il va falloir que j'accélère un peu. Un point important sur peut-être la première étape quand on va vouloir monter d'un cran dans nos photos, c'est la question du défiltrage. Alors, le défiltrage, c'est quoi? C'est que quand on utilise un appareil photo du commerce, comme celui-là, il possède de manière construction d'usine un filtre anti-infrarouge. Ce filtre anti-infrarouge, il permet d'éviter que nos photos elles aient une teinte un peu rosâtre qui est liée à l'accumulation justement d'ondes infrarouges sur notre capteur. En photo classique, on n'en veut pas. Quand on fait de l'astrophotographie, le problème se pose différemment parce qu'en ciel profond, on va vouloir principalement photographier ces fameux nuages de poussière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'élément prédominant dans les nuages de poussière de la Voie lactée, c'est l'hydrogène. C'est l'élément le plus simple. Et cet hydrogène, quand il est ionisé, c'est-à-dire qu'il est chauffé par les étoiles environnantes et qu'il va spontanément émettre de la lumière, eh bien, il émet dans le profil infrarouge. Donc pile dans ce que notre filtre infrarouge de notre appareil photo va bloquer. Ce qui est un peu embêtant. Alors pour l'exemple, là c'est la même photo, faite avec le même appareil, sans défiltrage, et à droite avec défiltrage. Donc ce qu'on voit apparaître, c'est ce nuage rouge qui se situe notamment au centre de l'image. Voilà. Le fait de défiltrer son appareil photo, ça va être une étape un peu indispensable à un moment donné si on veut faire du ciel profond. Ça se fait, il y a pas mal d'amateurs, d'astrophotographes qui se sont un peu spécialisés là-dedans et qui peuvent vous faire cette opération pour aller entre 200 et 400 €, selon si on se contente juste d'enlever le filtre ou si on en met un autre à la place qui va permettre de continuer à utiliser son appareil photo la journée aussi. Alors, là, je vais aller plus vite parce qu'on va être un peu serré dans le temps. Ce que je voulais aborder après, quand on monte encore en complexité dans la photographie du ciel profond, c'est la notion de bande large, bande étroite. Alors, je vais quand même en toucher un petit mot. Quand on fait des photos avec un appareil photo, il va prendre tout le spectre lumineux que j'ai montré au début. Quand on va vouloir s'intéresser à des cibles particulières, notamment les nébuleuses, on va chercher à cibler de façon plus spécifique les atomes qui émettent de la lumière dans ces nébuleuses. Et pour ça, pour pouvoir le faire, il va falloir utiliser des filtres. Des filtres qui vont être à ce qu'on appelle la bande étroite, c'est-à-dire que la zone, la largeur en nanomètres qui va pouvoir traverser ce filtre va être extrêmement resserré, ciblé justement sur ces atomes qui émettent de la lumière et qui nous intéressent. Et du coup, l'avantage de ces filtres, c'est qu'on va obtenir une image avec un contraste beaucoup plus élevé de nos objets. Je vais vous montrer une image juste après qui illustre ça. Celle-ci, c'est plus un exemple pour montrer les différents types de cibles qu'on peut vouloir obtenir. Là, sur le même champ, on a à gauche une galaxie, c'est la galaxie du Moulinet de Souvenir. Au centre, ce nuage noir qui s'appelle la nébuleuse de l'Hippocampe. Il y a un petit amas stellaire qui est en bas à gauche que j'ai nommé aussi, c'est une pouponnière d'étoiles. Et puis à droite, la zone rouge, c'est une nébuleuse qui émet justement, par exemple, en hydrogène alpha. Selon les types de cibles qu'on va vouloir saisir, on va faire le choix d'utiliser des filtres ou pas. Une galaxie, ça émet sur l'ensemble du spectre lumineux. Donc on ne va surtout pas utiliser un filtre, éventuellement un filtre anti-pollution lumineuse, donc quelque chose qui va simplement permettre de diminuer un petit peu les lumières liées à la pollution qu'il y a autour de nous, les lampadaires, les choses comme ça. Mais sinon, on va essayer de capter le maximum de signal sur le spectre. Quand on va vouloir faire une nébuleuse obscure, comme la nébuleuse de l'Hippocampe, elle n'émet pas de lumière. Donc la seule manière de la révéler, ça va être de capter la lumière de ce qui se passe autour d'elle, les étoiles et le fond de ciel.
Donc du coup, pareil, on va plutôt pas utiliser de filtre et capter le maximum de lumière sur la cible. Quand on va vouloir faire de la nébuleuse qui émet spontanément de la lumière, comme en hydrogène, là, on va utiliser des filtres sélectifs pour améliorer la qualité de notre image. Là, c'est simplement une illustration des bandes justement très resserrées, hein, comme vous pouvez le voir, de l'hydrogène alpha, de l'oxygène 3, du soufre 2, qui sont les atomes qu'on va principalement chercher à révéler sur les nébuleuses de gaz. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail par rapport à ça. Ici, voilà, pour illustrer ce que je disais, la même image, là on a un empilement de 900 secondes sans filtre. On distingue des choses, mais c'est compliqué, et puis on a pas mal de pollution lumineuse autour. La même image, 600 secondes, avec un filtre très très resserré, très spécifique sur uniquement l'hydrogène alpha et l'oxygène 3. Et là, vous voyez, la différence de contraste, elle est assez caractéristique. Donc ces filtres, là on commence à avoir des investissements, c'est des choses qui ne sont pas données, mais ça va être quelque chose qui va permettre vraiment d'accéder à un signal beaucoup plus net et beaucoup plus intéressant. Ça je vais passer. Ici, simplement une illustration de ce qu'on va pouvoir faire quand on fait de la bande étroite avec des filtres. L'image en bas à gauche, c'est un empilement d'une cible qui s'appelle la nébuleuse de l'Aigle en RVB, donc spectre large. Ce qu'on voit, c'est que c'est principalement du rouge qui ressort. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit, le gaz le plus présent dans le ciel, dans le cosmos, c'est l'hydrogène qui émet naturellement dans le rouge. Donc la dominante, elle est rouge. À côté, on a trois empilements qui ont été faits sur un filtre sélectif. L'hydrogène alpha, l'oxygène 3 et à droite le soufre S2. Alors c'est des images en noir et blanc parce qu'à partir du moment où on filtre une longueur d'onde spécifique et que notre image n'est pas combinée comme n'importe quelle image, quand vous avez une image sur un écran, c'est un mélange de 3 sous-pixels, hein, rouge, vert, bleu, je ne l'ai pas dit, mais c'est ce qui donne toute la palette de couleurs qu'on va pouvoir observer. Quand on a un seul signal, on obtient une image monochrome. Et donc, on a ces 3 images monochromes. Quand on va recombiner ces 3 images ensemble, c'est-à-dire que le R, V, B, le rouge, vert, bleu, on va utiliser ces différents signaux qu'on a obtenus et les mettre dans ces cases-là, rouge, vert, bleu, pour créer de la couleur dans notre image, on va obtenir des résultats comme ce que vous voyez derrière. Alors là, la particularité de cette image, c'est que c'est une composition SHO, soufre, hydrogène, oxygène. C'est ce qu'on appelle la palette Hubble. Toutes les photos qui ont été réalisées par le télescope Hubble ces 30 dernières années étaient traitées dans cette palette. C'est une palette en fausse couleur. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas les couleurs réelles. Les couleurs réelles, elles sont là. L'intérêt de cette palette, c'est que comme on s'intéresse aux émissions spécifiques de certains gaz, en fait, les différentes couleurs qu'on va observer vont nous renseigner sur la composition en gaz de la nébuleuse. La zone bleue est principalement riche en oxygène. Les zones qui apparaissent dans des tons dorés, marrons, c'est des mélanges d'hydrogène et d'oxygène. Voilà, donc pour vous donner une idée un petit peu de ce qu'on peut obtenir en utilisant des filtres à bande étroite. Un autre exemple, à gauche image RVB, donc là on est sur la grande nébuleuse diffuse de Céphée, principalement rouge, comme j'expliquais. Version HOO, on a utilisé uniquement des émissions d'hydrogène et d'oxygène pour la représenter en RVB. Et à droite, une version SHO, soufre, hydrogène, oxygène. Le rendu final qu'on peut obtenir après traitement et cosmétique de l'image. Un autre exemple, là on est sur la nébuleuse de l'âme et du cœur, traitement HOO, traitement SHO, et le résultat final qu'on peut obtenir. La particularité là, c'est ce que j'ai noté, c'est que j'ai réintégré les étoiles en RVB. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai aussi fait des photos sans filtre, où je prends tout le spectre lumineux, et je vais m'en servir pour recolorer en couleur naturelle les étoiles. Parce que quand on utilise des filtres à bande étroite, on perd la couleur naturelle. Et sur les astrophotographies, au niveau du rendu, c'est quand même plus sympa quand on a des étoiles qui sont bien colorées, qui correspondent à la réalité. Donc en général, on fait souvent une réintégration des étoiles dans leur couleur naturelle. Ici, c'est un traitement hydrogène, oxygène, des dentelles du cygne.
C'est un rémanent de supernova, c'est les restes de l'explosion d'une étoile en fin de vie. Ici, on a la nébuleuse de la Rosette en traitement SHO. Fantôme de Cassiopée, c'est une nébuleuse qui est particulièrement difficile à obtenir parce qu'elle est très 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 peu lumineuse. Il faut des temps de pause assez conséquents. Ici, on est dans une partie de la constellation du Cygne. La constellation du Cygne, c'est, je pense qu'on peut faire des photos toute sa vie. C'est une zone qui est extrêmement dense en nuages de poussière. Traitement SHO. Ici, la nébuleuse d'Orion, spectre large, RVB, fait avec cet appareil photo. Les couleurs sont naturelles. Donc, on peut aussi faire des jolies photos sans les filtres, hein, je vous rassure. Ici, pareil, c'est une image RVB sans filtre d'une nébuleuse sombre avec des émissions d'hydrogène qu'on voit apparaître derrière. Rho-Fuchsi, c'est un complexe qui se trouve autour de l'étoile Antares dans le Serpentaire. L'étoile Antares, c'est la grosse géante orange qui se trouve en bas. Pareil, pas d'utilisation de filtre. Les Pléiades, encore une photo sans filtre, c'est les couleurs naturelles. Les Pléiades, elles sont visibles à l'œil nu. Peut-être que certains de vous les ont déjà repérées. Ça fait comme une mini grande ours dans le ciel. On la repère de l'automne à l'hiver. Là, elle se couche assez tôt en ce moment. Et on voit toutes les volutes de gaz qui sont autour de ces étoiles, qui sont des étoiles assez jeunes en fait. Je vous remercie. J'ai fini. Merci. Alors, si vous avez des questions, c'est avec plaisir. On a un petit peu de temps pour ça, je pense. Donc, n'hésitez pas. Oui. Sorry, excuse me. You have a microphone just in front of you. You just have to lift and then press. Okay. May I speak in English? Yeah. Okay. You show some infrared modification on your Sony A7S. Sorry. There was one slide with infrared modification on your camera. Oh, okay. Yeah. Mm-hmm. And my question is this camera able to shoot normal pictures then? Yeah, so I explained that what I say in French, défiltrage, in English it's filter? I don't have the word, but you have to take off the filter which blocks infrared. And if you make this operation and if you put another filter which is able to capture normal light and this little part of infrared we need, you can make photos even in the day. That's a special filter which is called Astrodon, and you have to ask the one who will make the operation to put this filter, this specific filter, on your photo camera. Thanks. And that's what I got on this one, and I can use it even on the day and in the night. Okay, thank you. Une autre question? Merci pour votre présentation, c'est superbe. Merci. Je veux juste savoir, sur les dernières photos que vous avez montrées, il y a des étoiles très lumineuses Oui. qui, on va dire, peuvent polluer un peu, c'est-à-dire qu'elles allaient mettre tellement de lumière Ouais. que, et on voit sur vos photos que vous les traitez extrêmement bien. Je voulais savoir, en particulier, il y a ces traits en angle. Qu'est-ce qui se passe ici ou est-ce que c'est quelque chose de particulier pour... En fait, le fait d'avoir des croisillons comme ça sur les étoiles ou pas, ça dépend au départ du matériel qu'on utilise. Quand vous avez un objectif photo ou une lunette qui est l'équivalent d'un gros objectif photo,
on ne va pas avoir de croisillon qui va apparaître sur les étoiles, tout simplement parce que ce croisillon, en fait, il est créé sur les gros télescopes par le fait qu'il y a ce qu'on appelle un miroir secondaire qui est à l'intérieur de la structure, et ce miroir secondaire est tenu par une araignée qui est une structure en plastique ou en métal qui croise pour permettre de tenir le miroir secondaire au centre du télescope. Et du coup, ces croisillons qu'on va voir apparaître sur les étoiles, c'est la résultante de cet obstacle en fait, qui se trouve dans le télescope. Moi, à mon niveau, au niveau, voilà, typiquement comme ici, j'ai des petits croisillons qui apparaissent. En fait, là, on est dans la phase cosmétique. Pourquoi ? Parce que moi, je les aime bien, ces petits croisillons. Et comme ma lunette n'en fabrique pas, eh bien, par voie logicielle, j'ai un petit outil qui me permet de réimplémenter ces aigrettes pour les rendre visuelles. Mais au départ, sur mes photos avec ce matériel-là, il n'y en a pas. Oui ? Ça marche ? Ah oui, parfait. Merci pour la présentation. Merci. Très intéressant et très jolies images. Merci. Merci. Alors, ma question c'est, est-ce que vous photographiez tous à partir de chez vous ou voyagez sur la Salève ou, par exemple ou... Alors, d'une manière générale, quand on veut faire de l'astrophotographie du ciel profond, c'est sûr que plus on aura un ciel peu pollué, en termes de pollution lumineuse, mieux ce sera. Donc, dans l'idéal, effectivement, on va vouloir monter un petit peu en hauteur, en altitude, dans des zones à distance des villes, c'est sûr, parce que c'est ce qui permettra d'avoir les images de départ les plus propres possibles. Après, en pratique, moi, 95% des photographies que je vous ai montrées, que j'ai imprimées ici et dans les vitrines en bas, c'est des photographies que j'ai faites de mon jardin. Alors j'habite dans une zone où le ciel est pas trop mal, mais pour autant j'habite pas dans un désert, hein. J'habite près d'Annecy, donc je suis à un quart d'heure d'Annecy, qui est quand même une ville qui allume pas mal. Donc avec un ciel correct, on peut déjà faire des choses très bien. Après, les photos de Voie lactée par exemple que j'ai montrées, la plupart je les ai faites au bord de l'océan. Donc là pour le coup, très peu de pollution lumineuse. Les zones brillantes qu'on voyait, et il y en avait sur les images, en fait ce qu'il faut réaliser, c'est que j'étais dans le noir complet, et toutes ces zones de lumière qu'on voit apparaître malgré tout, c'est simplement un phare qui oscille, qui est à l'horizon, mais quand on fait des pauses longues, encore une fois, eh ben, ce signal, il est aussi assez développé. Donc finalement, même quand on a peu de lumière autour de nous, ça va apparaître de façon très forte sur les images. D'où l'intérêt d'essayer de se trouver dans un endroit où il y aura le moins possible de pollution lumineuse. Voilà. Merci. Ok. Ouais. J'avais une question par rapport. Vous avez montré une photo où on voyait l'ISS. Oui. Comment est-ce que vous les enlevez si ça pose problème, par exemple un avion ou SpaceX, oui. Enfin pas SpaceX, oui. mais alors ça Starlink. C'est un point très important parce qu'effectivement, j'en ai pas parlé. Mais le fait est que le ciel, je parlais de pollution lumineuse, mais il n'y a pas que la lumière qui est une pollution. Une pollution extrêmement importante aujourd'hui, c'est les avions, les satellites. Alors, les satellites Starlink et compagnie, enfin il y en a de plus en plus. Concrètement aujourd'hui, quand on fait des photos avec des pauses de, on va dire, plus de 60 secondes, 80% des photos qu'on obtient, il y a des traînées avec des passages de satellites ou d'avions. La chance qu'on a, encore une fois, c'est qu'on a des logiciels qui sont bien faits, et au moment où on est à l'étape d'empilement de nos photos, c'est-à-dire où on va cumuler le signal de toutes nos photos les unes sur les autres, les logiciels ont une fonction qui va leur permettre de comparer chaque image, et quand il va repérer, tiens, sur cette image, il y a un pixel très brillant, alors qu'il n'est pas du tout présent sur les autres, parce que heureusement, ils ne passent pas aux mêmes endroits, tous ces satellites, et bien du coup, il va le supprimer, tout simplement. Donc, à l'étape d'empilement logiciel, on va pouvoir supprimer tous ces passages d'avions et de satellites de notre image finale. Ça, c'est le logiciel qui va permettre de le faire.
Mais effectivement, sur les brutes, c'est-à-dire sur les photos initiales, quasiment 80% des images ont un passage d'un objet dessus. Et ça risque d'être de pire en pire. Je vous en prie. Est-ce que vous traitez dans vos photos le fond de ciel séparément des étoiles? Donc vous séparez au départ les deux et puis vous faites un traitement et vous les remettez ensemble? Ça dépend. Selon les types de cibles, selon la densité des étoiles, parce qu'en fonction des zones qu'on va cibler dans la Voie lactée, il y a des zones qui sont extrêmement denses en étoiles, il y en a tellement qu'on a du mal à voir ce qui se cache derrière. Il y a des zones qui sont quand même beaucoup plus avec des étoiles plus éparses. Donc en fonction de ça, en fonction aussi du type de cible, c'est-à-dire que des cibles qui vont pas forcément être de la nébuleuse, comme je disais, avec des galaxies, avec des choses comme ça, on va pas vouloir trop toucher aux étoiles, parce que le risque de trop toucher aux étoiles, c'est qu'on ait des petits artefacts derrière qui viennent se rajouter sur l'image. Donc ça va vraiment dépendre. Moi, j'utilise quand même assez souvent les fonctions qu'on appelle donc de starless, c'est-à-dire les logiciels, encore une fois, sont vraiment très performants. Ils sont capables de faire disparaître la totalité des étoiles d'une image et de reconstruire par intelligence artificielle ce qui est censé se trouver derrière. Et c'est vrai que c'est assez fonctionnel, ça marche bien. Donc ça peut être une technique de traitement, de passer par des starless, de pouvoir densifier du coup, travailler d'abord sur les nébuleuses et de réimplémenter les étoiles dans un second temps. C'est quelque chose qu'on fait assez souvent. Moi, je le fais assez souvent, particulièrement effectivement sur les photos qui vont être en bande étroite, en traitement SHO, HO, ou comme je disais tout à l'heure, on va chercher à réimplémenter les étoiles avec des couleurs naturelles pour un rendu plus sympathique. Donc, dans ces cas-là, oui, souvent, je vais passer par du starless. Oui. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Pour vous, où se situe la limite entre l'astrophotographie et l'art? Parce qu'on parle de rajouter des aigrettes sur des étoiles, quelle est la limite que vous fixez? C'est intéressant que vous posiez la question, parce que c'est vrai que, en ce qui me concerne, l'astrophotographie, j'en fais beaucoup. J'ai plein de connaissances qui en font aussi au travers des réseaux, qui pour certains le font bien mieux que moi d'ailleurs, en termes de qualité de traitement, de choses comme ça. Moi, ce qui m'intéresse de plus en plus aujourd'hui, c'est non pas simplement de faire une astrophotographie, c'est-à-dire d'avoir une image la plus académique possible, on va dire, de ce qu'on est censé pouvoir obtenir, mais plutôt de retravailler ces images pour en tirer quelque chose d'autre. Et c'est vrai que si vous regardez un petit peu les photos que j'ai mis en vitrine, et puis ici, il y en a un certain nombre qui sont plus vraiment des astrophotographies en elles-mêmes. Il y en a beaucoup où j'ai complètement enlevé les étoiles, où j'ai retravaillé les couleurs de façon complètement en décalage avec ce qu'on est censé faire d'un point de vue plus académique en astrophotographie. Mais là, pour le coup, c'est ma sensibilité personnelle. Et donc, je pense qu'effectivement, on est plus dans un domaine un peu artistique à ce moment-là, où voilà, je vais chercher à obtenir quelque chose qui va, moi, me parler, me faire un petit peu voyager. Un point que j'ai pas forcément trop dit au départ, mais ce qui fait que personnellement je suis autant passionné par l'astrophotographie, c'est que c'est une porte ouverte sur l'imaginaire. On fait des photos du cosmos, de choses qui nous échappent complètement, qui sont totalement éloignées de nous, et on peut que se demander finalement qu'est-ce qui peut bien se passer là-haut. Donc c'est vraiment, comme je disais, une porte ouverte sur l'imaginaire, et dans la manière dont je traite mes photos aujourd'hui, c'est vraiment ça que j'essaye d'aller chercher. Est-ce que vous avez une limite différente, par exemple, si vous travaillez sur une nébuleuse en émission ou sur une galaxie? J'ai pas compris. Est-ce que je vais vous avez une philosophie différente, des traitements différents. Vous permettrez plus de choses sur une nébuleuse en émission que sur une galaxie, par exemple, ou vous avez un peu toujours la même approche? Pas forcément. Alors, il y a des cibles qui vont plus se prêter à essayer de tirer quelque chose d'un peu artistique. C'est vrai que les galaxies, ça va pas forcément être évident. Après, mon matériel fait que j'image quand même peu de galaxies, parce qu'à part les plus grosses que je peux saisir avec ma lunette que j'ai pas amenée ici, j'ai une focale de 550 mm, donc c'est pas énorme. Moi, j'ai deux objectifs principaux sur toutes les photos que vous pouvez observer. C'est une lunette à 550 mm et une autre à 200. Donc je suis sur des champs
plutôt très large. Les galaxies, pour faire de la galaxie, c'est un peu comme le planétaire, il faut commencer à faire des focales d'au moins 1000 mm, 1500 mm pour pouvoir les grossir suffisamment. Et puis après, ça va pas forcément tellement être propice à faire travailler voilà, de l'imaginaire. C'est vrai que pour ça, les nébuleuses, c'est vraiment parfait. Comme je disais à Mme Brenuga tout à l'heure, finalement, c'est un peu comme les nuages dans le ciel. On y voit ce qu'on a envie d'y voir. Et donc, c'est là qu'on a toute l'attitude à imaginer et puis se faire plaisir. Super. Merci en tout cas pour cette conférence. Bonjour. J'avais une question sur en fait les photos de plan large, enfin de la Voie lactée avec la Terre, qui est immobile. Est-ce que ça vaut le coup de faire du stacking? Est-ce que les logiciels permettent de faire du stacking alors que la Terre est... Alors, ça vaut le coup parce qu'on va énormément gagner en signal sur notre Voie lactée. On va avoir des détails beaucoup plus importants sur un empilement de poses que sur une seule. La petite complexité du grand champ où on laisse apparaître la Terre, c'est que forcément ça bouge. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de nos poses, la Terre elle se décale. Et donc du coup, le travail qu'il va y avoir à faire au niveau logiciel, ça va être d'empiler nos signaux pour obtenir notre Voie lactée, d'enlever, et là pour le coup on est vraiment sur du Photoshop, d'enlever cet espace qui a été empilé et qui est très moche sur le résultat final de la Terre, et de réutiliser une pose photographique avec un plan de la Terre qui est propre, qui est joli, et le réincruster dessus. Donc du coup, il y a cette partie-là, encore une fois, le logiciel qui est indispensable si on veut avoir un empilement de signal de la Voie lactée avec une partie de Terre. Ouais. Très bien, merci. Et il y a une sorte de limite de temps, parce que sinon à un moment, on sera vraiment presque à la moitié de la photo. Avec la sur le grand champ ? Ouais. Oui, parce que le problème, c'est que plus le temps va passer, plus la rotation va se faire, et plus on va commencer à perdre une partie de notre image qui nous intéresse. Donc en général, après la Voie lactée, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en général, on utilise des objectifs à grand champ, qui sont souvent plus lumineux, plus ouverts, à budget équivalent, on va dire, que des objectifs qui zooment plus. Et donc du coup, on va réussir à cumuler du signal plus vite. Un objectif qui est ouvert à... Mon objectif grand champ, le 15 mm, il est ouvert à f2.4. À f2.4, les photons, ça rentre déjà. Beaucoup plus que quand on est à f5. Donc finalement, les temps de pause pour la Voie lactée, on va pas avoir besoin d'y passer la nuit. Déjà, 1 heure de pause de Voie lactée sur une ouverture à f2.8, il y a de quoi faire. Ok. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Oui. Ouais, bonsoir, merci pour la présentation. Merci. Moi je ne suis pas initié du tout, c'était une découverte à 100% tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Ma question c'était en fait la technologie permet à des gens comme vous de faire ça depuis leur jardin, ce qui était impossible il y a 40, 50 ans, 60 ans. Donc est-ce que ça sert à la science parce qu'il doit y avoir une base de données absolument gigantesque, ou est-ce que c'est des choses qui étaient déjà connues il y a, je ne sais pas, on va dire pendant la guerre ou quelque chose comme ça, ou c'est vraiment avec des gens comme vous qu'on arrive à découvrir tous les noms exotiques qu'on a entendus c'est vrai que la technologie a tellement évolué là, ces 20 dernières années, notamment en termes de sensibilité des capteurs. Alors un petit mot quand même, là je vous ai montré mon appareil un petit peu nomade qui est donc avec un appareil photo. Aujourd'hui sur ma lunette principale j'utilise une caméra astronomique qui est un appareil photo spécialisé pour l'astronomie, qui est beaucoup plus sensible encore dans le noir que peut l'être un appareil du commerce. Et encore, il faut relativiser ça parce que des appareils plein format avec des gros pixels, ça marche bien. Mais voilà. Et donc, c'est vrai que l'avancée technologique, ça a permis vraiment comme vous dites, de pouvoir faire de l'astrophotographie en tant qu'amateur. Il y a 30 ans, c'était pas possible. Aujourd'hui, vous avez, alors moi c'est pas mon cas, peut-être que ça viendra un jour, mais beaucoup d'équipes d'astrophotographes amateurs qui découvrent des nouvelles structures dans la Voie lactée. Il y a typiquement, si vous voulez les regarder, Marcel Drexler et Xavier Strottner, c'est deux astrophotographes amateurs qui ont déjà à leur actif plus de 160 découvertes de nébuleuses. De nébuleuses planétaires. C'est des objets qui sont extrêmement peu lumineux, c'est pour ça qu'on ne les connaît pas encore. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les découvrir, ils font des accumulations de temps de pause de souvent 50, 70, 80 heures.
Donc c'est des nuits et des nuits et des nuits. Je ne voulais pas préciser, mais la plupart des photos que je vous ai montrées, que je fais moi, aujourd'hui, elles sont entre 10 et mon record, c'est 57 heures sur une cible. Donc 57 heures, c'était 9 nuits. 9 nuits complètes sur la même cible. C'est pour vous dire que ces objets, ils sont vraiment pas très lumineux, quoi. Donc oui, aujourd'hui, clairement, l'astrophotographie amateur, elle sert la science, parce qu'il y a des découvertes qui sont faites grâce à ça. Sur 9 nuits, vous laissez la caméra exactement au même endroit ou vous allez tout le temps pointer Alors, un des outils qui est très pratique sur les montures équatoriales un petit peu plus évoluées que celle-là, c'est un système qui s'appelle le GoTo. Le GoTo, c'est quoi? C'est qu'il y a une programmation de la monture qui est capable de reconnaître où elle se trouve, c'est-à-dire que votre monture, au départ, vous faites un cliché, elle analyse les étoiles qui sont présentes sur le cliché. Par voie logicielle, elle comprend où elle se trouve dans le ciel, et à partir de là, vous lui dites « je voudrais aller à tel endroit », et elle y va toute seule. Donc quand on travaille sur plusieurs nuits, c'est grâce à ça qu'on peut se recadrer exactement de la même manière, parce que sinon c'est plus compliqué. On peut passer, avec un matériel comme ça, on peut passer une bonne demi-heure à juste recaler d'un petit cran de tournée pour réussir à retrouver le même cadrage que celui qu'on voudrait. Mais oui, le GoTo permet vraiment de faciliter les choses. Merci Monsieur Payon, merci à tous pour votre présence ce soir. L'association du personnel vous invite à compléter cette soirée avec un petit apéritif au bout du couloir. Et puis je me permets de préciser que nous avons le club d'astronomie du CERN, dont personnellement je ne connaissais pas l'existence, ils m'ont contacté et c'était bien chouette, qui est présent ici et puis qui nous a gentiment amené du matériel justement autre que celui que j'ai là. Donc je crois qu'ils ont tout installé à côté de l'endroit où on va pouvoir se poser, donc je pense que ça va être intéressant d'en discuter un peu avec eux aussi. Et puis, pour ceux qui sont intéressés par l'astrophotographie, à mon avis, de les contacter, parce que c'est un bon point de départ. L'astrophotographie, comme je disais, on peut vite s'y sentir perdu. Il y a beaucoup de notions à acquérir au départ, et pour le coup, c'est vrai qu'un club d'astronomie, ça peut que aider d'en discuter avec des personnes qui pratiquent déjà. Donc, voilà. Merci.